Vous allez donc vous poser des questions, je disais, sur la préparation de votre départ et nous, on est là pour vous renseigner et pour répondre à ces questions et également pour vous accompagner dans les démarches. Donc, par où commencer? Parce que il y a des questions sur l'assurance, l'inscription chez le partenaire, l'inscription ici, les cours à choisir, s'il faut un visa, comment le faire, et aussi sur les bourses. Donc, on a fait un petit résumé des étapes par lesquelles vous allez passer. Donc, la première étape, bien évidemment, c'est lorsque vous recevez une notification de départ, c'est-à-dire que vous allez avoir un mail officiel de notre part vous annonçant votre destination et la durée du séjour. Suite à cela, vous allez accepter votre départ, votre destination, et nous allons procéder à votre nomination auprès de l'université partenaire. C'est simplement pour annoncer officiellement que tel étudiant viendra pour telle durée de séjour chez vous l'année prochaine, 2025-2026. Ensuite, l'université partenaire va vous contacter en vous envoyant un email avec les informations de candidature auprès d'eux. Donc, vous faites une deuxième candidature, parce que voilà, la première candidature, c'était sur MoveOn avant le mois enfin, jus- avec une date limite au 10 décembre. Et là, ce sera comme une deuxième candidature auprès du partenaire où vous devez renvoyer peut-être les relevés de notes, votre copie de passeport, une attestation d'assurance, une lettre de motivation et tous les documents qu'ils vous demanderont. Et ça permettra qu'ils vous enregistrent dans leur portail et ils vous enverront, si tout est OK, une lettre d'acceptation. Donc, ce sera l'étape 4. Ensuite, vous allez faire votre demande de visa si vous êtes concerné par un visa. Commencez à regarder les billets d'avion, les billets de voyage en général, train, bus, tout dépend comment vous y allez. Et ensuite, ce sera l'étape de l'inscription à Lille. Donc, même si vous partez à l'étranger, vous serez toujours étudiant de l'Université de Lille, donc vous devez faire une inscription. On en reparlera tout à l'heure. Et ensuite, la dernière étape, bien évidemment, le départ. Et là, tout, normalement, devrait rouler à partir de ce moment-là. Il n'y aura plus trop euh, de questions sur la préparation au départ. Ça va être une autre étape. Donc, concernant les inscriptions, donc c'est bien inscription au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Donc, où s'inscrire? Dans un premier temps, donc ici à l'Université de Lille, vous devez faire une inscription administrative, donc uniquement, donc pas d'inscription pédagogique. Le semestre de votre départ. Donc, si vous partez à l'année, donc il n'y a pas du tout d'inscription pédagogique, mais si vous partez au semestre, donc pour le semestre où vous êtes à l'étranger, vous ne ferez pas votre inscription pédagogique. Le semestre où vous serez à Lille, il y aura l'inscription à vos cours à Lille. Donc, cette inscription, elle est obligatoire et payante, puisque vous restez étudiant de l'Université de Lille, donc l'inscription ne change pas. Euh, Vous payez comme les autres années vos frais d'inscription comme d'habitude. Chez le partenaire, donc les inscriptions administratives et pédagogiques donc, que vous faites via les infos qu'il vous envoie lorsque nous aurons fait votre nomination, cette inscription, elle est gratuite, vu que vous avez déjà payé vos frais d'inscription ici à Lille. Elle est gratuite et obligatoire. Donc, voilà, le cas particulier des étudiants qui sont en double parcours ESJ, vous allez recevoir un email spécifique de la part des administrations d'ici pour vous expliquer comment se passe votre inscription. Ensuite, concernant spécifiquement votre inscription à Lille, donc dans un premier temps, il faut savoir qu'au mois de juin, il y aura le grand jury. Donc, ce jury-là permettra de confirmer que vous avez bien validé votre semestre, votre année à Lille et que votre départ sera possible. Au mois de juillet, vous aurez les paiements de frais d'inscription à la FSJPS. Vous allez procéder à votre inscription administrative, comme d'habitude.
Et ensuite, vous allez avoir votre certificat de scolarité pour l'année 2025-2026, vu que votre inscription sera finalisée. Donc, information importante. Donc, un étudiant qui ne valide pas sa L2 pour un départ en L3 ou sa L3 pour un départ en M1 ne peut pas partir en mobilité. Parce que ça voudrait dire que vous devez rattraper ou redoubler ici. Vous ne pouvez donc pas partir à l'étranger. Un étudiant qui n'est pas réinscrit à la FJPS avant son départ ne peut pas partir en mobilité. Sachant que pour partir en mobilité, vous devez être rattaché à une université d'origine, qui est donc l'Université de Lille. Si vous n'êtes pas réinscrit à l'Université de Lille, vous ne pouvez pas partir en mobilité. Un étudiant qui part en mobilité sans avoir complété son inscription au préalable, donc au mois de juillet, ici, donc sa mobilité ne pourra pas être reconnue. Donc les notes qu'il aura obtenues là-bas ne pourront pas être validées comme équivalent, enfin validant sa troisième année ou son master 1. Donc, il faut vraiment veiller à finaliser votre inscription à Lille avant votre départ. C'est obligatoire, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, votre inscription chez le partenaire. Donc, nous en avons parlé tout à l'heure dans les différentes étapes du parcours. Donc, cette inscription, elle a eu lieu dès que vous recevrez un email de l'université partenaire. Donc, nous, dès qu'on aura fait votre nomination, le partenaire vous contacte par la suite pour vous annoncer que vous avez été nominé par votre université d'origine et donc il faut passer à l'étape d'inscription. Donc, vous devez suivre les instructions que vous aurez reçues. Donc, peut-être que c'est une inscription en ligne, donc via un lien qui sera inclus dans le mail, ou alors des documents à fournir, donc à rassembler en PDF et à envoyer par email. Ça peut être également des documents à nous envoyer à nous ou à la coordinatrice au service aux centraux. Et elle transmettra tous les dossiers des étudiants concernés pour cette université étrangère. Donc, vous aurez donc les modalités d'inscription que l'université vous transmettra, les dates limites pour le faire, donc il faudra bien faire attention à ces dates, et la liste des cours proposés. Si ce n'est pas dans le premier mail, ce sera plus tard, lorsque les inscriptions au cours seront sur le point de commencer. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui posent la question pour savoir comment ils peuvent anticiper sur certaines démarches auprès de l'université partenaire, mais qui ne trouvent pas les informations sur le site. Vous pouvez regarder, donc taper sur votre barre de recherche fact sheet avec le nom de l'université partenaire. Et en fait, vous devriez trouver un document PDF qui résume toutes les informations utiles pour les étudiants qui partent en échange académique dans cette université-là. Donc, en général, chaque université a une fact sheet qui rassemble les informations, les calendriers académiques, les listes, les liens vers les listes de cours, les coordonnées des coordinateurs au service RI de cette université, les informations sur le logement, les assurances et plein d'autres informations qui pourront vous servir pour votre inscription dans cette université-là. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez anticiper, en tout cas, à rechercher les fact sheets des universités partenaires ou alors tout simplement attendre votre nomination et recevoir le mail de l'université partenaire. Alors, concernant les obligations pédagogiques, donc tout ce qui concernera les cours, donc avant votre départ, vous devrez élaborer votre liste de cours en accord avec la FJPS dans un premier temps. Donc, ça veut dire qu'il y aura des validations par nous, donc notre service. Donc, il y aura notamment Monsieur Marcel Moritz qui est signataire des Learning Agreements. Donc, ce seront les contrats pédagogiques que vous devrez avoir pour votre mobilité. Et puis, il y aura une validation par l'université d'accueil. Donc, l'université d'accueil validera notamment par rapport à la disponibilité des cours, à la concordance par rapport à l'emploi du temps, qui est des cours qui ne se chevauchent pas, et les cours accessibles notamment aux étudiants en échange. Donc, il faudra respecter le nombre de cours ou le nombre de crédits obligatoires pour votre destination. Donc, ça, on en reparlera tout à l'heure. Il y aura un tableau
qui résume pour chaque destination combien de cours vous devez avoir ou combien de crédits vous devez avoir. Pendant votre mobilité, il faudra confirmer que les cours que vous aviez sélectionnés là pendant le mois d'avril, de mai, juin, avant votre départ, sont bien les cours que vous suivez sur place. Normalement, en arrivant chez le partenaire, vous avez 2 semaines en général pour tester les cours, voir si les cours ne se chevauchent pas et ainsi pouvoir valider que vous suivez bien ces cours-là pendant toute la durée de votre période de mobilité. Ces cours-là, donc, il faudra, à votre arrivée, donc dans les 2 semaines après le début des cours, revenir vers nous pour nous confirmer que c'est bien les cours que vous allez suivre pendant la mobilité. Donc, euh, à nouveau, une validation par nous et par l'université partenaire. Après cette validation, donc pendant votre semestre ou votre année, vous suivez les cours que vous avez bien dans votre contrat pédagogique. Vous passez les examens, donc tous les examens que vous avez, donc, des cours pour lesquels vous vous êtes engagé. Vous passez, si nécessaire, les rattrapages si vous n'avez pas validé les crédits. Et l'objectif, bien entendu, c'est de réussir et de valider tous les cours que vous avez choisis. À votre retour à Lille, donc dès la fin de vos examens d'ailleurs, dès que vous avez vos relevés de notes, il faudra nous les transmettre. Et nous, on transmettra, on fera le lien avec le service scolarité pour la validation de votre mobilité. On vous remet l'adresse mail de notre service, mais normalement, vous l'avez tous maintenant. On a été en contact depuis la préparation de votre projet et donc c'est à cette adresse mail-là qu'il faudra nous le transmettre. Le contrat pédagogique en lui-même, donc c'est un document qui est obligatoire, quelle que soit votre destination, donc que ce soit en Europe ou hors Europe. Il y a donc les contrats pédagogiques Erasmus+, donc il y aura le logo Erasmus dessus. C'est normalement ces documents-là que vous avez utilisés lors de votre candidature sur MoveOn. Il a fallu faire des recherches sur les cours et faire une première ébauche de plan d'études. Et donc, c'est le document que vous avez dû utiliser. Donc, il y a la version Erasmus et la version hors Europe qui ne contient pas le logo Erasmus, donc qui est un peu différent. Donc, ces modèles-là, vous pouvez les trouver sur MoveOn, vous pouvez les télécharger. Donc, à chaque fois qu'il y aura des modifications à faire sur votre document, vous utilisez toujours ce même document-là et vous renvoyez la liste de cours à jour. Donc, à chaque changement de cours, pour rappel, il faudra nous prévenir, nous le notifier pour qu'on ait la dernière version de votre contrat pédagogique. Information importante, il faudra au moins 80% de vos cours qui seront en cohérence avec votre cursus. Donc, si vous êtes en sciences politiques, il faudra au moins 80% de vos cours en sciences politiques. Ça peut être 100%. Pour nous, c'est très bien aussi. Mais il ne faudra pas moins que 80% de cours en concordance avec votre cursus. Vous pouvez toujours choisir un ou deux cours annexes qui peuvent être des cours de langue, des cours d'histoire, des cours de culture ou un peu de soft skills. Vous avez le droit, mais pas plus de 12 crédits si vous avez 60 crédits, par exemple. On vous donne l'exemple sur le Learning Agreement de 60 crédits au CTS. Minimum 48 crédits doivent être dans votre spécialité et maximum 12 crédits de langue locale, culture, histoire et autres. Donc, il faudra bien faire attention à cela. Si vous ne respectez pas cette règle, votre document ne pourra pas être validé par nous. Libre à vous aussi de prendre 60 crédits de cours en cohérence avec votre cursus. C'est encore mieux. Donc, concernant le document, comment bien le compléter? Donc, tous les ans, on le rappelle, mais il y a des oublis ou des documents des fois mal complétés. Donc, on insiste vraiment sur cela. Il faut toujours indiquer cette partie, bien compléter votre document. Cette partie-là, avec les informations donc, sur vous, donc nom, prénom, date de naissance, nationalité, sexe, cycle et domaine d'études. Les informations sur
l'université, donc l'Université de Lille, faculté de sciences juridiques, politiques et sociales, le code de Erasmus de l'Université de Lille, donc ça c'est pour les contrats d'études Erasmus, l'adresse et la personne de contact, donc qui est Monsieur Marcel Moritz, l'adresse mail qui est la nôtre et le numéro de téléphone qui est le nôtre. Et ici, l'établissement d'accueil, donc le nom de l'établissement, la faculté, le code Erasmus, donc tout ça, vous l'avez normalement sur la fact sheet ou sur le site internet de l'établissement. Également, dans la partie signature, il y aura un autre tableau. Donc, c'est le deuxième tableau que vous voyez en dessous avec vos informations à compléter, les informations sur la personne responsable, donc toujours Monsieur Marcel Moritz. Et là, nous pourrons faire la signature de votre document. Si votre document n'est pas complété, nous ne pourrons pas le signer. Donc, il faut vraiment veiller à bien compléter votre document avant de nous l'envoyer pour signature. Pour le document hors Europe, vous avez ce tableau-là donc, qui correspond à la partie signature où vous devez indiquer votre nom, prénom, date signature, le nom de l'établissement, donc l'Université de Lille, le nom du signataire, Monsieur Marcel Moritz, et son titre. Et ensuite, vous nous l'envoyez pour signature. Donc, on insiste vraiment sur le fait qu'il est important de bien compléter vos documents avant de nous les envoyer pour signature. Concernant le nombre de crédits à avoir pendant votre séjour. Si vous partez en Europe, donc c'est simple, c'est la loi Bologne, c'est 30 crédits par semestre, 60 crédits par an. Ça, c'est plus simple, donc c'est la même chose, le même fonctionnement qu'ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un peu plus de crédits. Si vous voulez sécuriser, on va dire, la validation de votre année, de votre semestre, vous pouvez prendre, au lieu de 30, 33 crédits, peut-être un cours supplémentaire au cas où, si vous avez un doute sur un cours que vous voulez peut-être, vous pensez que vous ne pourrez peut-être pas valider. Cela vous permettra de sécuriser la validation de votre semestre, mais toujours faire attention à la charge de travail, parce que dans certaines universités, il y aura plus de travail personnel qui sera demandé. Et donc, si vous prenez trop de crédits par rapport au volume horaire classique de 30 crédits par semestre, vous pouvez le sentir sur la charge de travail à rendre et le nombre de devoirs à rendre. Si vous êtes en mobilité pour toute l'année, vous pouvez, par exemple, choisir de répartir différemment les crédits sur les semestres. Au lieu de prendre 30 crédits par semestre, vous pouvez prendre, par exemple, 28 pour le premier semestre et 32 pour le second. Et donc, toujours faire attention à la charge de travail parce que si le semestre où vous voulez prendre un peu plus de crédits, vous prenez vraiment 40 crédits, celle-là, ça fait beaucoup et vous risquez de vous mettre en difficulté. Pour le parcours ESJ, vous devez valider donc 18 crédits ECTS par semestre ou 36 ECTS par année. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y aura un mail spécifique qui sera envoyé par rapport à cela euh, pour- parce que vous validez normalement les cours en journalisme ici à Lille. Pour être plus précis sur le nombre de crédits que vous devez valider, on a ce tableau-là qui résume selon le pays de destination. Donc, des fois, il y a l'université concernée directement, le nombre de cours que vous devez choisir, le nombre d'heures équivalent à un crédit chez eux, et ou alors le total de crédits à avoir. Donc, ça, c'est pour les destinations hors Europe pour lesquels le système Bologne ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas 30 crédits ECTS par semestre, mais par exemple, en Argentine, ce sera 4 ou 5 cours par semestre. Donc, faites bien attention à cela. Donc, si vous prenez 4 ou 5 cours, ou alors ça doit être l'équivalent de entre 15 et 20 crédits argentins. Ça devrait représenter environ 280 heures pour le semestre, par exemple, à l'Universidad Nacional de Córdoba. Pour chaque université, donc, vous pourrez regarder ce tableau pour voir, comprendre combien vous devez avoir de cours. Nous, avant de valider, on regardera également ce document pour voir si vous avez assez de cours ou assez de crédits dans votre destination. Alors,
Pour la retranscription de vos résultats, donc après vos examens, vous allez recevoir un relevé de notes de la part de l'université partenaire. Vous allez nous le transmettre et nous allons faire un document qui est une retranscription de vos notes et qui n'est pas vraiment un relevé de notes, c'est une retranscription que nous allons transmettre au service scolarité. Donc, c'est à vous de penser à nous envoyer vos résultats dès que vous les avez. Ce document, donc, est à titre indicatif et il n'est pas vraiment voilà, un équivalent de ce relevé de notes-là. C'est vraiment une retranscription pour que vos notes puissent être validées et vos crédits euh, ici à l'Université de Lille. Alors, pour la validation de vos résultats, donc, nous, on transmet le relevé de notes au secrétariat pédagogique. Il y aura un grand jury qui va statuer sur votre validation d'année ou de semestre. Et pour la mention au diplôme, ce seront uniquement les semestres que vous avez passés à Lille qui seront pris en compte pour pouvoir calculer la note de votre mention. Les notes que vous aurez obtenues à l'étranger permettent de valider, donc il y aura le nombre de crédits qui seront validés, donc 30 crédits ECTS ou 60 crédits ECTS. Donc il n'y aura pas vraiment de notes. Ensuite, là, on passe sur la partie aide financière. Donc, en général, vous devez majoritairement être dans cette étape-là, vu que nous avons transmis un email le 25 avril. Donc, je réexpliquerai plus tard. Donc, pour les aides financières, il y a trois bourses possibles. Donc, la bourse Erasmus, la bourse Mermoz et la bourse AMI. La démarche se fait sur Mouvon. Comme vous avez commencé votre demande sur Mouvon, nous, une fois que vous avez une destination, on valide la destination qui vous a été attribuée sur Mouvon. Et en fait, la demande d'aide financière correspond à l'étape 2 sur Mouvon. Donc, tout se passera sur Mouvon, le téléversement des documents et également le paiement. Pour le versement de la bourse, donc chaque bourse peut avoir un système ou un calendrier différent. Tout dépendra de la bourse que vous aurez après les résultats et vous aurez les informations correspondant au paiement de la bourse qui vous a été attribuée, de là ou les bourses, il est possible d'avoir plusieurs bourses. Pour l'étape 3, vous- donc l'étape 2, je l'ai dit, correspond à la demande d'aide financière. Donc l'étape 3, ce sera à faire à votre arrivée à votre université de destination. Donc, c'est le fait de confirmer que vous êtes bien arrivé dans l'université. Donc, il y aura certainement une attestation d'arrivée à charger. Vous regarderez les documents qui vous seront demandés. Et ensuite, il y aura un délai de 2 à 3 semaines environ pour recevoir les premiers versements. C'est pour ça que nous vous conseillons d'avoir de l'argent de côté parce qu'il ne faut pas compter à 100% sur cette bourse-là pour vos frais de vie, vos démarches, tout ce qui vous attend pour votre installation. Il faut vraiment prévoir de l'argent pour cela parce que le versement de la bourse n'arrive pas dès votre arrivée chez l'université partenaire. Donc, prévoyez de l'argent à l'avance. Ne comptez pas sur la bourse dès votre arrivée. Donc, on vous met ici le lien vers les euh, financements, les bourses sur le site de l'Université de Lille. Concernant les commissions, donc, si vous faites votre demande de bourse, donc l'étape 2, de demande d'aide financière, il y aura deux commissions différentes. En fonction de la date de début de votre mobilité. Donc, si vous partez au premier semestre, il y aura une première commission qui aura lieu le 31, au mois de juin. Donc, avant le 31 mai, il faudra avoir déposé votre demande. Si vous partez au second semestre, là, il y a une deuxième commission qui aura lieu au mois de décembre. Donc, avant le 15 novembre, il faudra avoir finalisé votre demande de bourse. Il y aura un email qui sera envoyé pour cela. Ne vous inquiétez pas. Donc,
comme je l'ai dit tout à l'heure, un premier mail a été envoyé le 25 avril, donc la semaine dernière, pour vous annoncer si vous avez reçu votre destination pour la mobilité. Vous pouvez passer à l'étape 2. Si vous n'avez pas encore de destination et que vous attendez toujours un retour de Madame Goris, il ne faut pas encore commencer la demande d'aide financière vu que elle doit être rattachée à votre destination. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous attendez. Mais si vous avez reçu votre destination, vous êtes déjà en train de faire les démarches d'inscription auprès de l'université, vous avez dû recevoir le mail le 25 avril. Donc, vérifiez si vous n'avez pas fait attention. Et vous devez donc commencer votre étape 2 pour la demande d'aide financière. Tout se passe sur MoveOn. Vous allez avoir l'étape 2, demande d'aide financière. Vous mettez vos informations, vous mettez les documents demandés et vous vérifiez les dates de séjour. Donc, certains ont remarqué que soit les dates de séjour étaient vides, alors qu'ils les avaient bien renseignées lors de la candidature, ou alors les dates ont changé par rapport à une demande de changement de durée de mobilité. Et donc là, il faudrait faire la correction, mais vous n'avez peut-être pas la main pour changer les informations. Donc, dans ce cas, il faudrait nous le notifier. Donc, vous nous envoyez un email pour dire que les dates de séjour ne sont pas les bons. Et donc là, nous, on fera la modification avec le service support Mouvon. Ensuite, le formulaire étape 2 pour la demande d'aide financière, elle concerne toutes les bourses. Donc, que ce soit la bourse Erasmus+, AMI ou Mermoz, toutes les demandes se font via la même demande dans Mouvon. Et c'est pareil pour le complément financier inclusion de la bourse Erasmus+, si vous êtes éligible à cette bourse. Et donc, ce n'est pas aux étudiants de choisir à quelle bourse ils candidatent. Vous, vous en candidatez pour une demande d'aide financière sans savoir quelle bourse vous aurez. La commission décidera quelle bourse vous sera attribuée selon les critères d'éligibilité et selon l'enveloppe qui a été attribuée à l'Université de Lille. Donc, nous précisons simplement que cette commission, c'est au niveau des services centraux. Nous ne participons pas à cette commission-là. Donc, on envoie vos dossiers, la commission a lieu et nous recevons les résultats. Les documents obligatoires pour l'étape 2, majoritairement, ça va être donc pour les boursiers du Crous, une notification définitive pour 2025-2026. Ou alors, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez transmettre une capture d'écran des simulateurs sur le site du Crous. Si vous n'êtes pas boursier du Crous, donc il y aura les autres documents en plus. Le dernier avis d'imposition complet du foyer auquel vous êtes rattaché. Si vous avez déjà perçu dans un autre établissement, donc la bourse AMI par exemple, il faudra l'attestation d'attribution de cette bourse avec les informations, donc l'année et la mobilité que vous aviez réalisée. Et les éléments constitutifs d'une demande de Erasmus, inclusion, si vous êtes dans ce cas-là. Il y a les informations sur le site pour que vous sachiez quels documents fournir. Il y aura également peut-être votre RIB, vu que vous devez fournir les informations pour le paiement de la bourse. Alors, spécificité AMI, donc la bourse AMI, en fait, c'est une bourse d'aide à la mobilité internationale que les étudiants boursiers du Crous vont avoir en plus pour aider à cette mobilité. Donc, si vous êtes boursier sur critères sociaux, la demande de bourse du Crous, vous la faites comme d'habitude, selon les critères du Crous sur votre DSE. Et vous continuez à recevoir votre bourse du Crous pendant votre mobilité, quelles que soient les autres bourses que vous recevrez en plus. Donc, cette bourse se cumule donc soit à donc, Crous Ami, Crous Ami Mermoz en fonction de ce qui vous sera attribué par la commission. La bourse du Crous, donc, ce n'est pas du tout géré par l'Université de Lille. Vous faites vos démarches, c'est indépendant sur le site DSE comme d'habitude. Donc, la bourse AMI,
Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment lié à votre statut de boursier du Crous. Donc, c'est une aide complémentaire. Alors, il y a un lien pour pouvoir faire sur le site de l'Université de Lille une simulation afin de voir si vous êtes éligible, à quelle bourse vous seriez éligible pendant votre mobilité. Mais il faut comprendre que le fait d'être éligible ne fait pas que vous serez attribué ces bourses-là automatiquement parce qu'il y a une enveloppe qui est donnée, qui est limitée. Selon les années, elle peut changer. Donc, l'éligibilité ne signifie pas forcément l'attribution de cette bourse. La commission, donc, a lieu pendant le mois de juin et vous aurez les résultats courant juillet. Ou alors, ce sera début juillet pour les résultats courant juillet. Et pour le second semestre, il y aura les résultats au mois de décembre avant votre départ. Et je le redis, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est un coup de pouce, donc il ne faut pas compter uniquement sur cette bourse pour financer votre mobilité à l'étranger. Donc, on va passer à une autre étape donc concernant les assurances, qui sont également très importantes parce que selon le pays de destination, les frais médicaux peuvent être assez élevés. Il y a même des universités pour lesquelles le dossier, la demande, l'attestation d'assurance sera à fournir dans le dossier de candidature. Donc, c'est vraiment une étape très importante qui vous permettra d'économiser aussi de l'argent et on ne vous le souhaite pas. Si vous avez des frais médicaux, vous pourrez être remboursé par votre assurance. Donc, avant votre départ, vous devez contacter donc soit une compagnie d'assurance à laquelle vous ou vos parents vont être déjà rattachés, soit les assurances qui font spécifiquement des assurances voyage pour étudiants. Et il faudra qu'il y ait la responsabilité civile et le rapatriement qui soient inclus, entre autres. Il y aura d'autres mentions qui peuvent s'ajouter. Mais le plus vous êtes couvert, le plus vous serez bien remboursé pour vos frais. Et elle doit bien être valable pour cette destination qui vous a été attribuée et pendant toute la durée de votre séjour. Concernant l'assurance maladie, donc ça sera plutôt les destinations en Europe. Vous devez demander la carte européenne d'assurance maladie. Donc ça, la demande se fait en ligne sur le portail Amélie. Et vous recevrez dans un premier temps une attestation, puis la carte. Donc, il faut bien anticiper au minimum un mois avant votre départ. Si vous pouvez le faire dès à présent, c'est encore mieux. Pour le Québec, il y a un formulaire spécifique le formulaire Q106, que vous devez compléter et faire signer par la CPAM et la RAMQ, qui est l'équivalent de la CPAM au Québec. Et ça vous permettra d'avoir les remboursements de frais de santé au Québec. Pour les destinations hors Europe, donc je l'ai dit tout à l'heure, il faudra une assurance privée qui vous sera, ou alors une extension de votre assurance que vous avez déjà ici, qui permettra donc le remboursement de frais de santé. Alors, l'Université de Lille est en contact avec la SMENO, donc qui est une compagnie d'assurance que vous connaissez peut-être déjà, qui fait des webinaires thématiques pour préparer votre départ également. Donc, il y en a eu déjà deux dates au mois d'avril. J'espère qu'il y en a certains qui ont pu y participer. Sinon, il y a la date du 13 mai où il y a la thématique Tout savoir sur les séjours Erasmus. Le 19 mai, le 2 juin. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire directement via les liens. Je transmettrai bien entendu le support de la présentation pour que vous ayez les liens pour vous enregistrer. Pour ceux qui souhaitent prendre leur assurance auprès de la SMENO, donc l'Université de Lille a un code pour vous permettre d'avoir une réduction de 10%, ce qui n'est pas négligeable. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder leurs tarifs et mettre le code.
Alors, concernant les démarches d'immigration, donc là, ce sera à faire une fois que vous êtes accepté par l'université d'accueil. Et on parlera également de la valorisation de la mobilité. Donc, c'est à vous de vérifier auprès des autorités consulaires toutes les informations sur le visa, le passeport, donc la durée de validité de votre passeport, parce que faut faire attention parce que pour certaines destinations, le passeport doit être valable au moins 6 mois après votre retour. Donc, vérifiez bien la durée de validité de votre passeport, sachant que pour renouveler les passeports, des fois, les délais peuvent être assez longs à partir de cette période, vu que tout le monde prépare les départs en vacances. Si vous partez en Europe, donc une carte d'identité valable jusqu'à la fin de votre séjour, à vous de vérifier et regarder la réglementation dans le pays de destination. Si un visa est nécessaire, vous regardez sur le site du consulat du pays d'accueil, les démarches à faire, les documents à fournir et le délai pour obtenir le visa. L'inscription sur le site d'Ariane, le feed d'Ariane, sera obligatoire pour votre départ à l'étranger si vous faites un séjour de moins de 6 mois. Donc, il y a le lien qui est indiqué, il y a un numéro UAI pour l'Université de Lille que vous devez indiquer lors de votre inscription. Si vous partez plus de 6 mois, il faut vous enregistrer sur le registre des Français à l'étranger. Donc ça concerne tous les étudiants pour la mobilité d'un an. Voilà, pour les démarches de visa, je l'ai dit, mais il faut regarder sur le site de l'ambassade ou du consulat du pays de destination. C'est là que vous aurez les informations sur le visa. Concernant le Royaume-Uni, comme vous le savez, maintenant, un visa est nécessaire. Et en fait, vous devez faire les démarches sur le site de l'ambassade du Royaume-Uni, comme pour les autres destinations en Europe. Il y a le lien qui est indiqué. Et en fait, vous pouvez, dans un premier temps, faire une simulation. Donc, selon votre situation, durée de séjour, nationalité, ils vont vous dire le type de visa à faire et comment le faire. Pour valoriser votre mobilité, il y a, l'Université de Lille a mis en place un label international qui est un supplément au diplôme qui valorise votre mobilité. Et en fait, il y a quelques critères à respecter pour pouvoir candidater à cette valorisation de mobilité. Donc, c'est un plus pour votre CV, pour votre insertion professionnelle, tout dépend de votre projet aussi. Si vous souhaitez mettre en valeur cette mobilité à l'étranger, en plus des cours que vous avez suivis à l'étranger, vous pouvez avoir ce label international, donc qui est un document en plus pour sur votre diplôme. Donc il y a 3 critères. Donc il y a un module interculturel à suivre. Donc c'est un module de 24 heures. Vous faites votre mobilité à l'étranger, donc minimum 2 mois donc pour les autres types de mobilité, mais vous, ce sera soit un semestre, soit une année. Et vous devez avoir une certification de langue étrangère, donc soit le niveau B2 pour avoir le niveau 1 du label, soit le niveau C1 pour avoir le niveau 2 du label. Il y a une adresse mail dédiée à toutes les questions sur le label international, donc qui est l'adresse indiquée en dessous. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez déjà dans votre cursus suivi le module interculturel et que vous avez déjà les critères, donc il vous manquera que la mobilité à l'étranger, vous pouvez déjà les contacter pour vous renseigner ou alors attendre le retour de votre mobilité et d'avoir tous les éléments pour pouvoir candidater, envoyer votre dossier complet et avoir le label international en plus de votre mobilité. Ensuite, si vous partez à l'étranger, vous êtes un ambassadeur de l'Université de Lille. Donc, ça veut dire que dans l'université partenaire, vous représentez l'Université de Lille. Donc, on attend de vous que si, par exemple, l'université organise des journées internationales, journées de la mobilité, des forums.
ils peuvent faire appel à vous pour représenter l'Université de Lille. Et dans ce cas, vous pourrez parler de votre cursus, des, des enseignements que vous avez suivis ici, les spécialités qui sont offertes. L'université peut également nous contacter pour avoir des supports de documents, des témoignages et autres. N'hésitez pas à nous solliciter si l'université ne le fait pas déjà. Et le rôle d'ambassadeur, c'est aussi d'avoir le comportement d'un ambassadeur, vu que voilà, vous allez représenter l'université. C'est également une façon de faire voir voilà, l'excellence de l'Université de Lille et que votre comportement reflète ce statut-là. Voilà. Donc, vous pouvez devenir ambassadeur et il y aura quelques missions qui vous seront proposées. Soit vous faites des photos, des témoignages, des articles et en fait, ça va être valorisé par l'Université de Lille. Il y a un service qui vous contactera pour pouvoir vous solliciter et vous demander de faire euh, le témoignage ou sous la forme qu'ils auront choisie. N'hésitez pas à répondre et nous également, nous vous solliciterons à la fin de votre mobilité pour vous demander comment ça s'est passé, s'il y a des conseils que vous donnez aux futurs étudiants. Donc, nous sommes en train de faire ce travail-là sur les mobilités de 2024-2025, donc ils sont en train de se terminer. Mais voilà, nous n'avons pas encore toutes les informations. Du coup, dès que nous les aurons, nous les diffuserons. Mais ce sera peut-être pour les promotions d'après, peut-être pas pour vous. Mais en tout cas, c'est toujours utile d'avoir des témoignages d'étudiants pour pouvoir permettre aux étudiants qui souhaitent partir d'avoir une idée plus précise de la mobilité, de ce à quoi il faut s'attendre, comment se préparer, qu'est-ce qui a été utile pour vous, comment vous l'avez vécu. Et c'est toujours utile d'avoir ce partage-là et ces témoignages-là. Nous savons que voilà, beaucoup d'entre vous ont souhaité avoir des contacts d'étudiants qui sont actuellement à l'étranger pour avoir ces informations. Donc, nous également, nous vous solliciterons pour préparer ces informations-là. Donc, nous allons formaliser un document qui pourra être complété et qui sera disponible en consultation pour les étudiants. Il y a également un buddy system qui est proposé parce que vous allez partir à l'étranger, vous allez voir à quel point il est important d'avoir quelqu'un qui peut vous accompagner, donc un autre étudiant qui connaît l'université, qui connaît le système, le fonctionnement, les services, et en fait qui peut vous accompagner pendant votre séjour ou au moins pendant le début pour vous orienter, pour savoir ce qu'il faut les démarches qu'il faut faire, en plus du service international, bien entendu, parce que les services internationaux sont là pour vous accompagner. Mais c'est toujours utile d'avoir en plus un buddy lorsque vous arrivez, qui est votre parrain, qui vous accompagne. Et en fait, on vous propose le même système à votre retour. Donc, je pense que vous serez heureux de pouvoir continuer à parler anglais ou la langue que vous avez utilisée pendant votre mobilité, en accueillant vous, en étant le parrain d'un étudiant international qui sera arrivé récemment à Lille. Donc, nous vous contacterons pour cela à votre retour de mobilité pour vous solliciter et que vous puissiez accompagner et aider à l'intégration d'un étudiant en mobilité à Lille. Donc, nous comptons sur vous, hein. Et enfin, nous avons remis les contacts des services donc centraux concernant surtout les bourses, donc les adresses mail à droite pour les mobilités en Europe et pour les mobilités hors Europe. L'adresse de notre service, donc on est localisé ici au bâtiment C de la FSJPS, bureau C 210, et les noms des gestionnaires que vous connaissez certainement déjà très bien, et notre adresse mail ri-droit@unif-lille.fr. Donc,
que c'est la fin de la présentation. Je ne sais pas si mes collègues ont déjà certainement répondu aux questions, mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions en plus qui vous viennent en tête, vous pouvez tout simplement activer votre micro et la poser. Existe-t-il des raisons qui font que l'université de destination pourrait ne pas accepter le dossier à l'étape 4? Alors, euh, la question est revenue plusieurs fois. Il y a, comme je disais, s- étapes de sélection. En fait, c'est plusieurs candidatures. Donc, la première candidature, c'était par exemple lorsque vous avez déposé votre dossier sur MoveOn. Ensuite, là, vous allez recevoir la notification vous disant que vous êtes à telle destination et l'université attend de vous à ce que vous envoyiez votre dossier de candidature chez le partenaire. Ça, c'est une deuxième sélection qu'ils font. Et en fait, en fonction du nombre de dossiers qu'ils reçoivent, du nombre de candidatures et des domaines d'études que vous demandez, il peut y avoir des restrictions, mais c'est très rare. C'est très rare que des universités refusent des étudiants à ce stade-là parce qu'ils savent que l'Université de Lille a fait une sélection, a pris les meilleurs et pour que vous puissiez partir à l'étranger, il a fallu que vous répondiez à des critères de sélection, que vous ayez un bon niveau d'anglais ou de la langue locale, que vous ayez des bonnes notes. Donc, en général, ils prennent en compte le fait que vous avez été présélectionné ici et lorsque vous déposez votre dossier là-bas, en général, c'est qu'une formalité et vous allez recevoir une lettre d'acceptation. C'est très rare d'avoir des refus. C'est vraiment si le nombre de places a été atteint, mais comme dans chaque convention, il y a un nombre de places qui est donné. Si on respecte, donc si par exemple pour telle université, il faut 2 places en sciences politiques, nous on envoie 2 étudiants en sciences politiques, il ne devrait pas y avoir de souci. À quelle adresse mail dois-je demander le relevé à l'envoyer une fois traduit? Alors, Shaima, c'est l'adresse mail eri-droit. Donc, c'est la seule adresse mail que vous utilisez pour nous joindre. C'est celle qui était indiquée en fin de présentation. Je ne sais pas si vous l'avez bien eue. Je le remets dans le... Ah oui. Voilà, ma collègue vous a déjà répondu. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions à tous pour votre présence à ce webinaire. Donc, pour vous aider à préparer votre départ, nous savons que c'est important pour vous, que c'est stressant parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations sur ce qui va se passer, combien de temps vous allez attendre. Et on comprend. Et en fait, on essaye de vous accompagner au mieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. Et donc, on s'est dit que cette session permettra de répondre à la plupart des questions et de ne pas vous faire attendre par email. On espère que ça a été utile pour vous. Alors, il y a une dernière question. Je n'ai pas compris comment obtenir un contrat d'un étudiant, un contact d'un étudiant qui est déjà parti en mobilité. Alors, en général, il faut juste nous demander, parce que vous n'avez pas forcément les noms des étudiants qui sont à l'étranger, donc il suffit de nous demander à l'adresse mail ERIDROIT. Je pense que c'était ça la question. Donc, merci à tous pour votre participation. Donc, nous mettrons, comme promis, le support de présentation et cette vidéo sur le site. Comme ça, vous pourrez le visionner à nouveau et consulter les informations, les liens qui ont été transmis. Merci à tous. Bon courage dans vos examens. Bonne continuation pour les démarches administratives et n'hésitez surtout pas à nous contacter